Bonjour à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission. Je suis ravie de vous retrouver à la veille de ce week-end de 3 jours. Eh bien, beaucoup de choses encore à vous partager aujourd'hui. D'abord, on va retrouver Arnaud Marion, comme tous les mois, pour faire l'analyse des grands enjeux, des grands mouvements des entreprises. Alors, évidemment, on reviendra ensemble sur la faillite de SVB qui a marqué le mois dernier. On évoquera la fin des droits de vote double chez Total Energy, la restauration collective en crise, on va dire, avec les cas de flunch, des kebabs, de courte paille également. Et puis, on fera une petite nouvelle séquence. Tiens, on avait envie d'introduire un petit peu de nouveauté autour des pépites des entreprises et vous découvrirez comment parfois un changement sur un packaging est en fait le signe d'une délocalisation. Je ne vous en dis pas plus, ce sera à découvrir dans quelques instants. L'analyse d'Arnaud Marion. On retrouvera, comme chaque mois également, Charlotte Fessou qui viendra nous décrypter les mots de la com. Aujourd'hui, on parlera d'UX, expérience utilisateur, et de son petit frère, l'EX, l'expérience collaborateur. Et puis, si vous en avez un petit peu marre d'être bloqué dans votre bureau, d'avoir une certaine forme de routine dans votre travail quotidien, pourquoi ne pas vous échapper et aller travailler au sein d'un hôtel 4-5 étoiles qui met comme ça un bureau à votre disposition. C'est ce que propose la start-up Alma Business Club. Je vous ferai découvrir ça dans un instant. Et puis, on parlera attractivité et je recevrai la patronne de Choose Paris Region qui viendra nous parler des derniers chiffres de l'attractivité de l'Île-de-France. De très bons chiffres puisqu'on est sur une hausse de 7%. On atteint des niveaux records en 2022. Alors enfin, une bonne nouvelle dans le paysage économique que nous connaissons en ce moment. Ça fait du bien pour finir la semaine. C'est Bismart l'émission, c'est parti. Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir, comme chaque mois, Arnaud Marion, fondateur de l'Institut des hautes études en gestion de crise. Bonjour Arnaud, avec nous aujourd'hui à distance, mais avec nous, c'est ça l'essentiel. On va prendre le temps de faire un peu la revue, comme on fait chaque mois, si vous le voulez bien, de toute l'actualité des entreprises. Et je vous propose de commencer par la faillite d'SVB. Maintenant que toute l'agitation des marchés est un petit peu retombée, j'aimerais bien avoir votre analyse sur ce sujet. La faillite de SVB et son rapport avec tout l'écosystème de la tech. Est-ce que les problèmes de la tech et les problèmes de cette banque américaine, finalement, sont les mêmes? En fait, c'était assez aisé de faire une confusion en la matière. Et finalement, bien sûr, c'est lié, mais ça n'a pas grand-chose à voir. C'est lié dans le sens où, euh, en 2021, la SVB a reçu énormément de dépôts avec toutes les levées de fonds de la tech. Il faut comprendre que la Silicon Valley Bank, c'est la banque de l'écosystème. C'est la banque qui est en Californie. C'est une start-up sur deux à son compte là-bas. Et à chaque fois qu'ils font des levées de fonds, ils vont déposer de l'argent à la SVB. On a su qu'un des plus gros déposants était une start-up et qui avait 500 millions d'euros de trésorerie au moment de la faillite. Alors, il y a eu beaucoup de confusions qui ont été faites, il y a eu beaucoup de choses de dites ou d'écrites en faisant des rapports assez inexacts avec FTX ou avec Silver Square Bank. En fait, là, c'est tout bête, c'est-à-dire que les startups ont levé beaucoup moins d'argent. Elles ont donc eu tendance à retirer davantage. Donc, les dépôts de 2021 se sont retirés. Et en fait, à un moment, la conjonction de ces retraits fait que la banque a dû prendre dans ses réserves. Et comme il y avait beaucoup moins de dépôts qui venaient réalimenter les retraits, elle a commencé à vendre un certain nombre de ses actifs qui étaient placés pourtant en bons du Trésor américain, c'est-à-dire de façon extrêmement prudentielle. Et sauf que les taux montent, et quand les taux montent, la valeur des obligations baisse, et elle a généré quelques pertes. Et ce qui est assez intéressant à expliquer, c'est que le précédent bank run, comme on dit, c'est-à-dire se précipiter pour aller retirer ses fonds à la banque, datait de la crise des subprimes en 2008. Et c'était la Washington Mutual pour lequel il y avait eu un bank run de l'ordre de 16 milliards de dollars, mais en 8 jours. Là, on a eu 42 milliards de dollars en une seule journée, le fameux mercredi 8 mars. Et pourquoi? Parce que pour la première fois, c'est un bank run communautaire.
C'est que l'écosystème de la tech. C'est Peter Thiel, un des grands gourous de la tech, qui est un des investisseurs et fondateurs de PayPal, qui s'est exprimé sur des boucles WhatsApp en disant attention parce que SVB, j'entends dire que elle est en perte par rapport à ses placements, et donc tout s'est répandu comme une traînée de poudre et tout le monde a voulu retirer son argent très très vite. Donc c'est assez ironie du sort. Washington Mutual, c'est au moment de la sortie de l'iPhone. 15 ans après, c'est avec un iPhone que finalement on crée un bank run. On appelle ça le swipe crash, c'est-à-dire le fait de swiper sur son téléphone et de virer les fonds d'une banque à l'autre. Mais dites-moi Arnaud, le responsable dans l'histoire, c'est qui? C'est SVB qui était monosectoriel, ou c'était l'écosystème tech qui avait mis, si je puis dire, un peu tous ses œufs dans le même panier? La force de SVB, c'était sa communauté dans la tech, dans tout l'écosystème de la tech, et ça a été sa plus grande fragilité. C'est une grande leçon de l'histoire. On voit les communautés peuvent être source de force ou de faiblesse. Alors je dirais qu'il y a quand même la conjonction de beaucoup de choses. Les entreprises de la tech ont levé beaucoup moins d'argent, donc elles utilisent l'argent. C'est le fameux cash burn dont on parle souvent. Donc elles ont retiré et utilisé leurs fonds à la banque, ce qui est tout à fait normal. La banque avait placé ça dans les meilleurs placements possibles, hein. On n'a pas vu à ce jour, il n'y a pas eu d'escroquerie. On ne peut pas dire que la banque ait été imprudente. Ce que l'on peut dire, c'est qu'elle a certainement très mal géré sa structure financière, sa structure de liquidité et notamment sa structure de taux. C'est-à-dire c'est assez déconcertant de voir qu'elle s'est pris de telles baisses sur son portefeuille obligataire qu'elle ne pensait pas devoir mobiliser en fait. Mais c'était plutôt une banque saine. Ce qui est très dommage, c'est que la SVB est une banque très utile à l'écosystème de la tech, car c'est une banque qui savait prêter, prendre des risques, et d'ailleurs, elle n'a pas fait de perte à ce titre-là. C'est BlackRock qui vient d'être nommé d'ailleurs pour essayer de vendre les 80 milliards d'actifs sans peser sur les marchés financiers en fait. Merci Arnaud. Alors on va poursuivre avec une autre actualité en France cette fois, puisqu'il va y avoir toute la période des AG, et on va se pencher sur la fin des droits de vote double chez Total Energy, sujet qui sera proposé donc en AG le 26 mai prochain. Arnaud, est-ce que d'abord peut-être vous pouvez rappeler dans quel esprit ces droits de vote double avaient été mis en place en France? C'était au moment de la loi Florange. Alors, les droits de vote double ont effectivement existé d'ailleurs avant la loi Florange, mais la loi Florange, dans le but de stabiliser un certain nombre d'entreprises, en fait, de permettre un actionnariat de long terme, avait décidé que ce serait automatique qu'au-delà de 2 ans, toutes les actions donneraient un droit de vote double. Vous savez aussi que ça fait partie des pilules anti-OPA qui étaient utilisées, je dirais, par le passé. Et en fait, c'est assez intéressant parce qu'il y a toujours eu un certain nombre de polémiques par rapport au droit de vote double, notamment anglo-saxonne, c'est-à-dire à un moment, une action, une voix. Et il y a eu des études qui ont été faites disant que finalement les droits de vote double, ça décourage les investisseurs, que ça a des effets néfastes sur l'attractivité. Et puis, en fait, ce qui est ironie du sort, c'est que Total aujourd'hui demande à supprimer ces droits de vote double. Alors effectivement, il se compare à ses pairs, et ses pairs, c'est BP, c'est Shell. Il n'y a pas de droit de vote double. Et également, le fait d'avoir des droits de vote double lui fait perdre à Total un certain nombre de points dans sa notation extra-financière, sa notation ESG. Et de plus, il y a le risque que les agences de conseil en vote, les proxys, comme on dit, ISS notamment, qui a décidé qu'à partir des AG 2024, elle recommanderait de voter contre la réélection des administrateurs dans des sociétés qui maintiennent des droits de vote double à plus de 10% du capital. Donc il y a une grosse anticipation de la part de Total en la matière. Le paradoxe, c'est que c'est complètement à contre-courant des réflexions actuelles, notamment du HCJP, le Haut Comité juridique de la place de Paris, qui considérait que c'était plus un sujet tabou et que effectivement c'est quelque chose qu'on peut généraliser dans les entreprises,
d'autant plus que post-Brexit, la bourse de Londres a ouvert la voie à effectivement des droits de vote multiples pour les entreprises. Mais Arnaud, ces droits de vote double, ils existent encore dans beaucoup de sociétés françaises. C'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir une vague derrière qui va emboîter le pas à Total Energy? Bah, on peut penser que les entreprises soucieuses de leur notation extra-financière vont faire effectivement cet effort. Oui, il y en a encore beaucoup parce que c'était une pratique très utilisée qui permettait finalement, notamment dans des groupes familiaux, de garder le contrôle des sociétés sans avoir forcément la majorité du capital, c'est-à-dire la majorité économique, mais ça vous permettait d'avoir ces droits de vote double. On a beaucoup parlé au début où on a lancé cette séquence d'émissions ensemble de dossiers comme Lagardère qui effectivement avantageaient notamment certaines positions actionnariales, aussi bien celle d'Arnaud Lagardère comme celle du Qatar par exemple. Arnaud, je voudrais qu'on se penche sur un secteur. Ensemble, on a beaucoup parlé des difficultés de l'habillement. Et là, c'est vrai que dernièrement, c'est plutôt le secteur de la restauration, ou en tout cas un type de restauration qui défraie un peu la chronique. On a Flunch qui se transforme en food court, Courte Paille qui dépose son bilan, les kebabs qui eux aussi semblent vraiment en difficulté. Qu'est-ce qui, selon vous, suscite en fait les difficultés de ce secteur ou de ce segment de secteur, devrais-je dire? Je crois qu'il y a eu une conjonction de beaucoup de facteurs. D'abord, il y a une certaine désaffection de la fréquentation des centres commerciaux qui ont touché les entreprises du retail, de l'habillement dont on avait parlé ensemble et qui touchent tout autant effectivement ces entreprises de la restauration collective qui se trouvent essentiellement d'ailleurs dans les zones commerciales, dans les galeries commerciales ou autres. Donc il y a moins de fréquentation, il y a moins de fréquentation dans les restaurants. Il y a eu la crise du Covid, bien évidemment, pour les raisons que l'on connaît. Qui a été quand même assez violente. Je rappelle que la restauration et la restauration collective fast-food, c'est les deux premières causes de faillite en 2022. Il faut quand même avoir ça en tête. Et puis là, vous avez deux autres paramètres qui viennent percuter tout ça. L'inflation, c'est-à-dire que les produits sont de plus en plus chers, donc sans même que les restaurants augmentent leurs marges, en fait, dans la pratique, les prix augmentent. Et puis, il y a une problématique de pouvoir d'achat. Le tout fait que, finalement, ces entreprises du retail qui sont restées un peu les mêmes, comme un peu ces entreprises de l'habillement, celles en tout cas qui ont disparu, elles ont été toutes confrontées à d'immenses difficultés parce qu'elles n'ont pas su régénérer leur modèle en fait. Et pendant ce temps-là, il y a des nouveaux concepts qui ont émergé. Et donc, il y a un peu un vieillissement. Et effectivement, c'est assez intéressant de voir Courte Paille. Alors, Courte Paille, c'est un peu notre enfance. C'est tout ce que l'on voyait comme ça, ces restaurants un peu d'un genre nouveau et avec une ambiance sympathique où on avait vraiment l'impression d'être davantage au restaurant. Bon, voilà, là, c'est la vraie cure d'amaigrissement. C'est le huitième actionnaire chez Courte Paille et le deuxième redressement judiciaire. Le précédent date de juillet 2020, donc sans surprise au moment du Covid. À l'époque, en septembre 2020, c'est Buffalo Grill qui est devenu le groupe Napacaro qui est en compétition avec le groupe Bertrand. Bon, c'est à se demander si ça n'aurait pas été mieux que ce soit le groupe Bertrand, parce que généralement, ils réussissent bien mieux dans leurs acquisitions. Mais dans le même temps, le groupe Napacaro met en redressement judiciaire Courte Paille pour le céder, il ne s'en cache pas. Ils ont pris la master franchise de Popeyes Louisiana Kitchen, qui est censé être le nouvel événement, en tout cas dans la restauration rapide en France, pour concurrencer à la fois KFC et McDo, avec déjà 20 restaurants qui vont s'ouvrir en 2023. Donc, il y a à la fois ces anciens modèles qui, finalement, n'en finissent pas de souffrir. Et effectivement, assez intéressant, surtout par rapport aux causes que j'évoquais de voir Flunch. Ce que je trouve très intéressant, c'est le concept de Flunch tel qu'il a été créé à l'origine en 1971, c'est-à-dire c'est un repas au prix du SMIC horaire.
Donc là, ils sont revenus en conformité avec leur ADN et vont faire un premier prix de repas à 7,99 €. Effectivement, c'est assez imbattable. Et ils reviennent là-dedans, sauf qu'ils réinventent leur concept. On n'est plus avec le plateau qu'on pousse comme ça sur des rails comme dans une cantine, mais on est plutôt avec un food court, avec des stands de grill, de plancha, de pizza, de trattoria, de wok, de façon à réinventer un petit peu ce concept, et puis en diminuant aussi la jauge de ces restaurants, en leur donnant plus d'espace. Ils y investissent quand même 100 millions. Il faut rappeler que Flunch, c'est la galaxie du groupe Mullier. Ça appartient à la société Agap, qui a également d'autres sociétés comme Il Ristorante. Et puis, les kebabs, c'est assez surprenant, mais quand on analyse, en fait, ils se prennent le coût énergétique et le coût de l'inflation. Ouais. Pourquoi? Parce que le modèle des kebabs et le modèle de réussite, c'était les jeunes. Mais quand on dit les jeunes, c'était les lycéens. Donc, le repas, tout compris, à 5,50 €. Et ben aujourd'hui, c'est plus possible. Et entre le prix des loyers dans les grandes villes, comme Paris par exemple, le prix du poulet qui a flambé et qui a presque doublé, le prix des tomates qui s'est multiplié par presque 3, bah aujourd'hui, ils sortent des repas à 7,50 € et c'est souvent hors budget des lycéens, ou en tout cas, c'est un jour sur deux. Donc, en fait, on a ces effets de bord sur l'inflation qui touchent de plein fouet, effectivement, cette restauration rapide. Arnaud, on va parler maintenant pour cette deuxième partie de séquence avec vous de choses un petit peu plus légères et en même temps qui sont parfois fondamentales ou en tout cas structurantes. On appelait ça les pépites des entreprises. C'est vous qui m'avez suggéré ce nom. Je voudrais qu'on commence d'abord avec Badoit. Badoit qui, vous l'avez sans doute vu passer, abandonne ses bouteilles vertes et rouges. Alors comme ça, on peut se dire, bon, ok, c'est anecdotique, où est-ce que vous voulez en venir? Mais en fait, derrière, il y a un vrai enjeu industriel, en fait, Arnaud. Oui, en fait, c'est effectivement, c'était quand même un signe excessivement distinctif, hein, comme la couleur verte d'ailleurs pour San Pellegrino. Et tout d'un coup, il ne faut pas oublier que Badoit appartient à Danone, et tout d'un coup, on se rend compte que c'est 70 000 tonnes de bouteilles en plastique PET colorées qui sont mises sur le marché chaque année en France, et en fait, elles sont très difficiles pour le recyclage parce qu'elles ne peuvent être recyclées qu'ensemble, et donc du coup ça crée une distorsion par rapport aux autres volumes de PET qui sont transparents, et donc du coup comme Danone a un objectif de proposer 100% de recyclage pour ces emballages, qui doivent être soit recyclables, soit réutilisables, soit compostables. Du coup, ça vise à nourrir davantage la filière de recyclage du PET. Donc c'est assez intéressant parce qu'on pourrait croire que c'est quelque chose de marketing. En fait, c'est tout simplement quelque chose qui est par rapport à un objectif ESG, comme quoi ça a du bon. Maintenant, on va voir attentivement l'impact que ça peut avoir sur les ventes de Badoit, ou en tout cas sur son attractivité. Autre petit sujet qui n'a pas échappé à votre acuité, Arnaud, c'est Toblerone, puisqu'on approche du week-end de Pâques, c'est bien de parler de chocolat. Toblerone qui perd ses montagnes sur ses emballages. Et alors là aussi, on pourrait se dire c'est anecdotique, mais en fait, c'est le résultat d'une délocalisation, si j'ai bien compris. Oui, voilà, ils vont délocaliser une partie de la production en Slovaquie. Et donc, ils perdent deux choses. Ils perdent le droit de pouvoir mettre en filigrane de leur emballage si connu, le Toblerone, ce trapèze. Ils perdent le droit de représenter le Mont-Cervin, qui était représenté depuis 1987, qui effectivement est assez identitaire du pays helvétique. Et puis, ils perdent un autre droit, c'est celui de dire made in Switzerland, parce que c'était écrit en dessous de la marque, et effectivement, comme ils délocalisent, ils n'ont plus ce droit. En fait, il faut expliquer que depuis 2017, il y a une loi en Suisse qui encadre très très strictement l'usage de tous les symboles nationaux suisses, et on appelle ça en anglais Swissness.
Ça se traduirait en français, j'ai vu une traduction que je trouve assez mignonne, suicitude. En fait, c'est-à-dire, c'est pour pouvoir afficher ces symboles nationaux, il faut vraiment que ce soit exclusivement fabriqué en Suisse afin d'avoir ce droit. Donc du coup, Toblerone va perdre ça. On verra quel est l'impact. Mais c'est la fin d'une époque si effectivement le chocolat suisse se fait en dehors de ses frontières. Et puis on va terminer avec un mot de technologie. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de TikTok ces temps-ci et donc le gouvernement français a décidé de prendre lui aussi le sujet à bras-le-corps, en tout cas en ce qui concerne les fonctionnaires, 2,5 millions d'agents de la fonction publique d'État qui n'ont donc plus le droit de télécharger ni d'utiliser des applications comme TikTok ou encore Candy Crush. L'idée c'est quoi Arnaud, c'est de réserver les téléphones professionnels à des usages professionnels et d'éliminer tout ce qui est récréatif, ou quand même l'enjeu derrière c'est des soupçons de problématiques liées à la sécurité et à la confidentialité d'ailleurs? Oui, alors effectivement, on a repéré cet article l'un et l'autre, enfin ces articles les uns et les autres, parce que c'était quand même assez savoureux de dire que les fonctionnaires n'auraient plus le droit d'avoir TikTok, Netflix et Candy Crush sur leur téléphone portable, et c'était certainement très caricatural. Non, plus sérieusement, effectivement, c'est les sujets de fuite de données lors des téléchargements, c'est le sujet des adresses IP qui peuvent être bien évidemment facilement identifiées. Et c'est le sujet de la cybersécurité, notamment avec TikTok, qui est détenu par la Chine et qui est souvent soupçonné d'alimenter en fait tout ce qui est ministère de l'information et les services spécialisés, en tout cas dans la cyber en Suisse et dans l'espionnage, ni plus ni moins. Donc on est davantage sur ces craintes sur la sécurité. C'est étonnant d'ailleurs que ça arrive si tard. Je pense que c'est bien qu'il y ait des prises de conscience. J'espère aussi que l'État aura une prise de conscience sur son propre cloud, sur les données de santé, qui devrait quand même être plutôt sur un cloud français que sur un cloud américain. On en avait parlé ensemble. Et qui se soucie aussi de l'utilisation soit de cabinets de conseil américains, soit encore de suites logicielles américaines, parce qu'en vertu du Cloud Act, un certain nombre de données peuvent remonter également aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est pour ça que Netflix et Instagram et comment dirais-je, Candy Crush sont interdits également. Mais je crois qu'il y a de toute façon une vraie prise de conscience à prendre sur ces sujets. Nous ne sommes pas à égalité quand effectivement il y a des intérêts américains en jeu. Et donc je pense que la France commence à avoir cette prise de conscience et c'est une bonne chose. Merci beaucoup Arnaud Marion pour l'ensemble de vos analyses. Évidemment, on se retrouve le mois prochain. J'espère que vous aurez la possibilité d'être avec moi en plateau. Je vous dis à très vite. En tout cas, Arnaud Marion, fondateur de l'Institut des hautes études en gestion de crise. Et on poursuit avec un autre rendez-vous mensuel, puisque j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Charlotte Fessou. Bonjour Charlotte. Bonjour. On se retrouve, Charlotte, je rappelle, vous êtes directrice générale adjointe en charge du développement et du marketing chez W. Et on se retrouve donc comme chaque mois pour décrypter un peu ces mots parfois un peu obscurs du secteur de la communication. Et aujourd'hui, après les mots storytelling et branding, c'est pas un mot, c'est 2 lettres, Charlotte. Exactement. Nous avons choisi l'UX aujourd'hui, qui est un concept qu'on entend de plus en plus dans les réunions de direction de communication et de direction marketing, mais qui, au-delà d'être à la mode, est de plus en plus structurant dans la performance des entreprises. Alors déjà, est-ce que vous pouvez réexpliquer, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec cette notion, ce que c'est que l'UX ? Alors l'UX, déjà, pour traduire, c'est la user experience, l'expérience utilisateur. Globalement, c'est l'expérience qu'un client, un consommateur a avec un service ou un produit. Alors on pourrait croire effectivement par sa connotation, ou en tout cas sa sonorité, que l'UX c'est uniquement le digital, mais c'est bien au-delà du digital. C'est les lieux physiques, c'est la création des produits et des services, mais c'est aussi même la relation avec les premiers ambassadeurs des marques, c'est-à-dire les vendeurs, par exemple.
Mais Charlotte, cette notion du UX, elle n'est pas très récente en fait, ça remonte à il y a quasiment un siècle, un truc comme ça. Oui, on pourrait croire que c'est récent, puisqu'effectivement on a commencé à parler dans les années 90, mais en fait ça a été créé dans les années 40 par un informaticien qui s'appelle Monsieur Linkleader, pardon si je ne l'ai pas très bien prononcé, qui a créé la notion de relation homme-machine et qui encourageait les designers à mieux réfléchir finalement à l'expérience utilisateur et aux capacités des utilisateurs lorsqu'ils créaient un produit. Et puis c'est un terme qui a été ensuite popularisé dans les années 90 par Don Norman, encore un Américain, qui a publié un livre, The Design of Everyday Thing, où il explique comment est-ce qu'il faut mieux écouter, comprendre et surtout considérer la relation émotionnelle des consommateurs avec les produits et les services pour mieux les créer. D'accord, mais si je comprends bien, l'UX, c'est en fait le fait de prendre en considération le client dans l'élaboration de son expérience de marque. Oui. Et est-ce que vous avez, par exemple, des exemples ? Oui, on va essayer effectivement d'illustrer ce concept par des exemples. La première référence qui vient souvent en tête de tout le monde sur cette thématique-là, c'est Apple. Évidemment, c'est un peu le benchmark. Depuis le départ, depuis la création de cette marque, les produits ont été conçus véritablement en pensant l'utilisateur avant tout. Il y a aussi une autre marque dont on parle beaucoup, c'est Starbucks. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ? Oui, ils ont une expérience digitale, ils ont créé une application, mais surtout, ils ont véritablement pensé leur expérience sur tous les points de contact. Ils se définissent comme une marque très chaleureuse, totalement au service des consommateurs. Et donc, ils ont créé des lieux très confortables dans lesquels on peut rester même si on ne consomme pas. C'est un premier point finalement d'incarnation d'une expérience utilisateur travaillée. Et ce qui est intéressant, c'est aussi la volonté qu'ils ont eue de proposer une très grande personnalisation des produits. Il y a de nombreux goûts, de nombreuses façons de consommer son café qui sont proposées aux clients. Et ce qui est intéressant sur ces deux marques, Apple et Starbucks, c'est qu'au-delà du produit, du service, des lieux, ils ont aussi pensé l'expérience client jusque dans l'interaction, comme je vous le disais tout à l'heure, avec les vendeurs. On se rappelle tous de notre prénom mal écrit sur notre gobelet Starbucks, ou les uniformes plutôt très cool, mais surtout très étudiés d'Apple. Ça veut dire que l'expérience utilisateur, ça va jusqu'à ce type de détail dans la relation client. Non, mais c'est marrant que vous parliez de Starbucks et des gobelets, parce qu'en fait, effectivement, maintenant, il y a beaucoup d'enseignes qui utilisent les prénoms au moment de la prise de commande. Exactement. Et ça vient effectivement de Starbucks, qui, je pense, étaient les premiers. Ouais. Alors, au-delà de l'appréciation positive du client, Charlotte, ce qui m'intéresse, moi, c'est l'impact sur le business. Client content, business qui grandit, en gros, c'est ça, si je schématise. À peu près. Alors déjà aussi, l'UX, la réflexion UX aide à une meilleure industrialisation des produits et des services, puisqu'on finalement mécanise la conception d'un produit autour du client. Ce qui est aussi intéressant, évidemment, c'est que comme le consommateur est content, on arrive à créer davantage de fidélité, on arrive véritablement à créer une relation émotionnelle qui, évidemment, a des incidences sur le business. Et il y a une petite citation que je vais essayer de vous lire, en tout cas de vous retranscrire, qui a été faite par Jared Spool, qui est un fondateur d'un des leaders de l'UX, en tout cas un leader de l'univers, qui dit que la qualité d'expérience d'un utilisateur est un élément déterminant de la performance de l'entreprise, car l'expérience utilisateur impacte directement son engagement et la satisfaction, et donc la fidélité des clients et des consommateurs. Ouais, donc l'expérience utilisateur, c'est vraiment un élément clé pour le succès d'une stratégie de branding, mais surtout donc pour le business. Mais au-delà de l'UX, il y a maintenant un petit frère qui arrive, dont on entend de plus en plus parler là aussi, qui est le X. Exactement, petite traduction, l'employee expérience, l'expérience collaborateur. Effectivement, un point dont on a parlé précédemment, c'est qu'une bonne expérience UX consommateur, donc efficace, c'est souvent lié finalement à la relation que le consommateur peut avoir avec les collaborateurs et donc les premiers ambassadeurs. Donc il est évident qu'il est nécessaire aujourd'hui d'employer la même méthodologie pour le bien-être et donc l'efficacité des collaborateurs et des employés. Donc ça passe par différentes thématiques, mieux gérer les formations, travailler sur finalement la meilleure co-construction des collaborateurs entre eux, les formations, et tous ces éléments finalement qui font qu'un collaborateur est plus heureux et donc plus efficace. D'accord. Vous avez un exemple aussi à nous donner ? Alors oui, il y a Sephora qui est souvent citée comme une marque référente dans cet univers-là, et on sait l'importance de la relation des vendeuses avec les clientes dans les magasins Sephora. Il y a beaucoup de choses qui ont été chez Sephora. Ils ont travaillé la qualité au travail, ils ont mis en place beaucoup de formations, des programmes de mentoring, des programmes de valorisation aussi des collaborateurs quand ils ont des bonnes initiatives. Ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, Sephora a été nommée meilleure entreprise où travailler dans le classement Glassdoor très récemment. Ça montre à quel point ils donnent une attention très forte à leurs collaborateurs
utilisateurs et à quel point c'est évidemment aussi essentiel dans la performance de l'entreprise. Donc il y a toujours un lien entre l'UX qui est levier en fait pour augmenter la satisfaction à la fois des clients, des consommateurs, et donc pour augmenter le bien-être et l'engagement des employés, et donc la productivité, et donc le business, et tout ça est un immense cercle vertueux, Charlotte. Exactement. L'UX, c'est un formidable vecteur de transformation de business avec les consommateurs. L'EX, un formidable levier d'engagement des collaborateurs et donc des employés. Mais on parlera peut-être d'un autre concept la prochaine fois, qui est l'Employee Value Proposition, dont l'EX, finalement, est un formidable contributeur. Alors, je ne le connais pas celui-là, j'ai hâte de le découvrir. Merci beaucoup, Charlotte Pessou, directrice générale adjointe en charge du développement et du marketing chez W. Et je vous propose aujourd'hui de découvrir Alma Business Club, qui est fondé par Sarah Hamzalak. Bonjour. Bonjour Aurélie. Alors, Alma Business Club, on ne va pas rentrer dans le détail du fonctionnement tout de suite, mais en gros, on va donner l'idée générale. L'idée, c'est d'avoir son bureau dans un hôtel 4 ou 5 étoiles et de profiter de pas mal de services associés. Moi, ce que j'aimerais comprendre, avant qu'on aille dans le détail vraiment du fonctionnement, c'est comment est-ce que cette idée vous est venue ? Alors, comme beaucoup de startups, c'est né d'un besoin. Ouais. J'ai été directrice communication et marketing d'une célèbre marque de prêt-à-porter pendant plus de 7 ans. D'accord. Et très rapidement, je me suis rendu compte que j'ai été prise dans un quotidien managérial. On enchaîne les réunions, on manage ses équipes et du coup, on se rend compte que notre productivité et notre créativité est mise à mal. Donc, il fallait absolument que je trouve une solution pour relancer cette créativité qui me manquait tant. Et j'ai trouvé la solution en allant dans ce que j'appelle des bulles de créativité, que sont les lobbies d'hôtel. Voilà. Et donc, alors, on ira vraiment sur le fonctionnement après, mais ça m'interpelle cette réflexion, c'est-à-dire que vous pensez qu'on est plus créatif ailleurs. Qu'est-ce qui suscite cette créativité quand on va dans des lobbies d'hôtel, par exemple ? C'est l'atmosphère. On a l'impression d'être dans des cocons. On a l'impression de partir en vacances alors qu'on est à 2 pas de chez soi. Il y a un tel service, il y a une odeur, des sons, les bruits découverts, la porte, ce tourniquet qui tourne, ce welcome qu'on nous dit lorsqu'on arrive dans ces établissements, fait qu'immédiatement, on se sent bien. Et le pari d'Alma, c'est aussi de mêler le bien-être et son quotidien business. Et c'est le côté aussi, je coupe, effectivement, on parlait de quotidien, je coupe avec ma routine, je coupe avec le collaborateur, la collaboratrice qui va systématiquement pousser ma porte pour me demander quelque chose et m'interrompre. C'est tout ça aussi que vous essayez de créer. Quand on est dans son bureau, on va dire traditionnel, alors on ne remplace pas le bureau, et on ne remplacera jamais le bureau traditionnel. Maintenant, lorsqu'on est 7 jours sur 7 dans un même... Enfin, 5 jours sur 7, je dis 7 jours sur 7 parce que quand on est entrepreneur, on travaille 7 jours sur 7. On est effectivement happé dans un quotidien. On est pris dans un quotidien. Je n'ouvrais plus mon ordinateur, je ne créais plus, je ne produisais plus. J'enchaînais les réunions. Comme beaucoup de cadres dirigeants, aujourd'hui, on enchaîne. Mais aujourd'hui, on les fait en visio, beaucoup. Mais on enchaîne les réunions sans finalement... Plus rien produire. Et moi, c'est ce que je disais à l'époque à mes équipes que je manageais, c'est sortez, aérez-vous, allez faire des musées, allez rentrer dans des hôtels, voilà, parce que ça permet de s'aérer l'esprit et du coup, ça booste la créativité. C'est un peu comme faire un séminaire avec soi-même, en fait. Exactement. C'est ça l'idée. Tout à fait. Alors, comment ça fonctionne concrètement quand on veut faire son séminaire avec soi-même ? Alors concrètement, donc Alma Business Club, comme vous l'avez très bien expliqué, c'est de l'hôtel office. Ça s'exprime par une application géolocalisée qui fonctionne par membership et qui offre à ses membres la possibilité de vivre des expériences business 360 au sein d'un réseau d'hôtels partenaires. Une expérience qui va démarrer depuis son application puisque le membre se connecte et très rapidement, il va pouvoir réserver en l'espace de quelques secondes aussi bien un espace de travail, un espace, ce que j'appelle l'espace de travail, donc c'est une table de travail, une salle de réunion, de la restauration, de l'hébergement, un spa, le tout en bénéficiant de privilèges exclusifs sur l'ensemble de ces services que l'hôtel va mettre à sa disposition. Et Alma Business Club, c'est aussi, donc, comme son nom l'indique, un business club qui va mettre en relation et créer des synergies business entre les membres.
Et enfin, c'est une conciergerie qui a une spécificité, à savoir celle de pouvoir contacter la team Alma à tout moment, de manière à pouvoir organiser et être accompagné dans tout ce qui va être organisation des temps forts de son entreprise, à commencer par l'organisation de son COMEX ou de son CODIR. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez envisagé aussi que les membres de cette communauté puissent interagir entre eux, pourquoi pas se rencontrer, faire un peu de networking aussi? Alors clairement, parce que ça a été aussi un de mes besoins. Aussi, pour revenir sur la question précédente de ce que nous permet pas le fait d'être tous les jours dans son bureau, l'idée de sortir permet aussi de réseauter, de faire du networking et de rencontrer, et de travailler son réseau, hein, comme tout cadre dirigeant, même s'il est attaché à une entreprise, a besoin de travailler son réseau. Et via l'application, donc il y a un répertoire des membres avec lesquels chacun des membres peut rentrer directement en interaction, interagir ou demander à être mis en relation par l'équipe Alma. Et puis, ça va être aussi des rencontres qu'on va organiser en petite communauté, puisque chez Alma, on ne croit plus aux événements de 100, 200 personnes. On croit à ces événements, à ces micro-events de 14, 15 personnes, ces dîners dans lesquels on met les bonnes personnes au bon moment autour de la table, parce qu'on sait qu'il y aura des synergies business qui peuvent se créer. Pour l'hôtel, lui, qu'est-ce qu'il y gagne ? Alors, l'hôtel, il faut savoir que nous, avec tous les hôtels partenaires, c'est du win-win. Hein, c'est du partenariat que nous mettons en place avec eux. Nous, ce qu'on leur demande, c'est vraiment qu'ils mettent en place des privilèges exclusifs pour nos membres. Voilà. D'accord. L'hôtel, ils y gagnent à ils y gagnent de capter une clientèle qui, jusqu'alors, ne fréquentait pas leurs établissements. Alma, on cible, si on doit donner une tranche d'âge, 35-45 ans, qui n'osaient pas jusqu'à maintenant franchir les portes des plus beaux hôtels parisiens. Parce que beaucoup d'idées reçues. A-t-on le droit? Mais ne faut-il pas avoir une réservation? Enfin, on est confronté à beaucoup... Cette génération a plutôt le réflexe d'aller dans le café du coin, dans un restaurant, mais n'ont pas l'habitude de franchir les portes des palaces parisiens. Donc l'idée, c'est déjà de leur amener une nouvelle clientèle, CSP+, de cadres dirigeants, qui a toute la légitimité de pouvoir rentrer dans ces établissements. Donc on leur apporte une nouvelle clientèle et on leur amène, on drive du trafic à des heures aussi qui sont particulièrement creuses, puisque même si la clientèle internationale, et merci pour eux, est revenue, parce que ça a été un sujet. Ça a été un vrai sujet. Même si cette clientèle est revenue, entre 10h et 18h, les lobbies dentelles sont laissés vacants. Et donc, du coup, ça permet aux hôteliers d'avoir une activité complémentaire que la partie tourisme. Vous avez combien d'hôtels aujourd'hui en portefeuille ? Aujourd'hui, on a une 40aine d'établissements présents en région, à Paris et en région. D'ici à la fin 2023, ce seront plus de 200 établissements dans les principales capitales européennes. Et j'ai envie de dire, pourquoi pas Dubaï, puisque c'est devenu une plaque tournante d'un point de vue business. Voilà. Et en termes de communauté, aujourd'hui, vous êtes à combien de membres et jusqu'à combien Parce que j'entends bien qu'il y a un petit côté select quand même dans l'idée. Donc, est-ce que vous mettez une limite ? Comment est-ce que vous voyez ça ? Alors, il n'y a pas de limite. Notre cible a été assez large. On a aussi bien des indépendants que des cadres, des C-level, des cadres dirigeants, des avocats, des experts comptables, des DRH, des journalistes. Donc la cible est assez large, mais ils partagent tous la même envie, c'est de pouvoir concilier bien-être et vie professionnelle. Aujourd'hui, la plateforme compte plus d'une centaine de membres en seulement quelques mois. Ça s'est fait avec du bouche à oreille, puisque la plateforme a été... Si la société a été créée en 2021, il a fallu du temps pour développer, créer l'application, la solution, aller chercher nos hôtels partenaires, hein, parce qu'il faut se rappeler qu'en 2021, on est à la veille du deuxième confinement, et que les hôtels sont fermés pour la première fois dans l'histoire de l'hôtellerie. Ils étaient tous porte close. Donc ça a mis du temps, mais la solution est lancée depuis janvier, donc depuis 2 mois. Et quand vous avez eu justement ce deuxième confinement et au moment où finalement vous vous apprêtez à lancer votre offre, vous n'êtes pas dit franchement ça vaut pas le coup, j'y vais pas. Qu'est-ce qui vous a maintenu dans l'idée que ça allait fonctionner à un moment ou à un autre ? On y croit.
on a cette petite chose intérieure qui nous dit vas-y, c'est le bon moment. J'étais à un poste qui était très confortable, où je m'éclatais, où je me voyais évoluer. Et pourtant, on prend quand même à un moment donné cette décision de quitter ses fonctions, de tout lâcher pour se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, tout simplement parce qu'on se dit c'est le bon moment, il faut y aller. Voilà. Bon, merci beaucoup. En tout cas, Sarah Hamzalak, je rappelle que vous êtes la fondatrice d'Alma Business Club. C'est moi qui vous remercie. Et maintenant, on va parler d'attractivité de l'Île-de-France en compagnie d'Alexandra Dublanche. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de Choose Paris Région, qui est l'agence de promotion d'attractivité internationale de la région Île-de-France. Alors, c'est vrai que cette agence est très vieille et en même temps, elle est peut-être encore un peu méconnue du grand public. Est-ce que peut-être vous pouvez redéfinir un peu ses missions et le travail que finalement vous faites au quotidien ? Alors, Choose Paris Region, donc c'est l'agence d'attractivité, comme vous l'avez dit, de la région Île-de-France. On l'a redynamisé depuis qu'on est arrivé avec Valérie Pécresse à la tête de la région en 2016. Et c'est des partenariats avec les territoires, avec d'autres partenaires publics, la métropole du Grand Paris par exemple, et des partenaires privés qui font partie du conseil d'administration. Et donc l'objet, c'est quoi ? C'est d'attirer des investissements internationaux dans notre région. Alors justement, cette semaine, vous avez présenté une étude qui démontre cette attractivité de l'Île-de-France, en tout cas au cœur de l'économie européenne. Vous avez regardé notamment les investissements étrangers l'année dernière et on est sur un niveau record. Est-ce que vous pouvez par exemple nous détailler le volume et ce que ça représente en termes d'augmentation par rapport à l'année dernière ou l'année d'avant ? Tout à fait. Alors cette année, enfin 2022, on a eu plus de 430 investissements internationaux. On est en augmentation de 7% par rapport à 2021, qui était déjà une année exceptionnelle. Et en termes d'emplois, ça représente à peu près 11 000 emplois créés directs et 30 000 si on compte les emplois induits et indirects. Donc c'est vraiment une très bonne année pour la région Île-de-France. D'ailleurs, on a reçu pas mal de prix de la région du futur par rapport à tout ce qu'on fait en R&D, en innovation. Région la plus compétitive avec 2 autres régions hollandaises décernées par la Commission européenne. Wow. Donc vraiment, on est... il y a un gros momentum qui se passe au niveau de la région Île-de-France en ce moment, effectivement, et qu'on observe depuis. C'est un mouvement qui a monté depuis quelques années. C'est dû aussi grâce au travail de l'agence, qui vient d'être aussi distinguée comme l'agence qui a la meilleure stratégie d'attraction des investissements internationaux, sachant qu'il y a 2 ans, on n'était même pas dans le top 10. Donc tout cela contribue effectivement à l'attractivité de la région. Mais alors c'est quoi votre stratégie magique ? Alors déjà c'est un travail collectif, je tiens toujours à le dire. Nos meilleurs ambassadeurs, c'est les entreprises internationales déjà implantées en Île-de-France. On le fait avec d'autres acteurs publics, que ce soit des Business France, l'État, la métropole du Grand Paris et des acteurs privés qui participent au conseil d'administration, donc des ADP, des Air France, pas mal d'entreprises. Et donc nous, c'est de mettre en avant les atouts d'une région comme la nôtre, des écosystèmes. Donc ça peut être notamment tout ce qui est R&D, recherche et développement. Ça, c'est une grande force de notre région qui est la première au monde à investir en R&D. Oui, mais c'est ça. Mais la R&D, on peut la mettre un peu partout. Maintenant, parce qu'il faut des talents. Et vous le savez, en ce moment, un gros sujet, c'est le recrutement. C'est vrai. Et donc, on choisit à la fois un cadre de vie. Et donc, c'est vrai que c'est une région agréable. Il n'y a pas que Paris, c'est une région bien desservie. Alors nous, on râle un peu les franciliens parfois avec les transports, mais on a quand même le 4e réseau le plus dense au monde en termes de transport. On a des espaces verts, on a une qualité de vie, on a des lycées internationaux. Ça, c'est très important. Quand une entreprise internationale décide de s'implanter, elle regarde pour ses salariés s'il y a une offre pour ses enfants. Et là aussi, on a beaucoup travaillé avec Valérie Pécresse. On a doublé l'offre d'éducation internationale en Île-de-France pour offrir cela aux salariés. Et ensuite, on fait tout un tas. Par exemple, vous voyez, on va mettre des grands groupes en relation avec des startups internationales sur des problématiques particulières. Et on va chercher aussi, on revient par exemple d'Australie et de Nouvelle-Zélande avec Valérie Pécresse, avec 3 objectifs. Alors, il y a toujours un objectif région d'export, aider nos PME à exporter. Bien sûr, on fait ça aussi dans ce sens-là. Au niveau de l'agence, d'attirer des investissements avec les grands événements qui arrivent, comme la Coupe du Monde de rugby, par exemple. Donc, on est allé dans ces terres de rugby en disant, venez voir au passage, vu que vous venez voir les différents secteurs franciliens. Et après, une optique aussi de tourisme, pour attirer les touristes. Alors,
Si on regarde un peu les chiffres, c'est vrai que vous êtes, ce que vous l'avez dit, sur une hausse de 7%, donc il y a un vrai dynamisme. Moi, je me posais la question de savoir s'il y avait des secteurs qui étaient plus dynamiques que d'autres, d'abord en termes de secteur d'activité, puis après en termes de secteur géographique, parce que l'Île-de-France, c'est vaste. Est-ce qu'il y a des endroits où c'est plus attractif que d'autres ? Alors, sur les secteurs, on a bénéficié du Brexit, il faut le dire, mais parce que... Vous l'avez mesuré, ça ? Oui, on a plus de 7000 emplois qui ont été relocalisés post-Brexit, Brexit dont on ne se réjouit évidemment pas, mais il y a une compétition européenne qui s'est jouée suite au Brexit pour attirer les emplois vis-à-vis de Francfort, Dublin, etc. Et grâce, encore une fois, en parlant d'une seule voix, avec tous les acteurs, on a réussi à attirer ces emplois, principalement ici. On a vraiment remporté cette bataille qui n'a pas été simple en nombre d'emplois. Donc ça, on le voit du coup dans le secteur financier, dans le secteur du numérique aussi, dans le secteur, enfin ces secteurs-là, on voit vraiment des mouvements importants. Et en termes de territoire, nous, on a une obsession à la région Île-de-France, c'est vraiment l'équilibre des territoires. On est la première région économique d'Europe, mais on est une région très fracturée également. On a aussi des départements extrêmement en besoin socialement. Je pense à la Seine-Saint-Denis, par exemple, où le siège de la région est implanté. Et donc, ce qui est très positif, je trouve, c'est qu'on a une forte augmentation des projets qui s'implantent hors Paris. On a plus 40% des emplois qui s'implantent hors de Paris et dans des communes de moins de 20 000 habitants. Et donc ça, c'est important pour nous parce que notre job à la région et via l'agence d'attractivité, c'est de mettre en avant les atouts de tous les territoires et de pouvoir du coup attirer de l'activité économique sur ces territoires. C'est peut-être dû au fait qu'on voit aussi une augmentation des activités de production. Donc on a une forte politique d'industrialisation de l'Île-de-France, de réindustrialisation. Et donc forcément, en Grande Couronne, il y a un peu plus de foncier. Donc ceci explique peut-être cela, mais c'est multifactoriel. Et donc ça, c'est des bonnes nouvelles pour tous nos territoires. Vous avez des exemples d'industries étrangères qui se sont implantées récemment ou qui ont annoncé leur implantation prochaine ? Oui, oui, je pense par exemple à Equinix, qui est une entreprise de data center. Alors quand on y pense comme ça, il n'y a pas forcément un engouement des habitants à voir un projet comme ça s'implanter, mais on est très attentif depuis quelques années avec l'agence à l'impact des projets. Donc ça veut dire qu'on va regarder ça de près maintenant selon les objectifs des Nations Unies, ce qu'on appelle les ODD, les objectifs de développement durable. Donc on va mesurer maintenant les projets. Et donc par exemple Equinix, qui est un data center, c'est un projet innovant puisqu'il réutilise la chaleur fatale du data center pour chauffer la piscine olympique de Saint-Denis, qui est implantée en Seine-Saint-Denis, et 1600 logements de pleine commune avec, cerise sur le gâteau, une ferme, une serre sur les toits. Donc ça, voilà, je trouve que c'est un beau projet récent d'implantation où, par exemple, nous avons annoncé la conférence de presse dans les locaux de Volta Trucks, qui est le premier camion tout électrique, avec un impact carbone très limité. Et donc voilà, c'est des projets comme ça qu'on veut bien sûr attirer sur les mobilités durables, par exemple. Comment justement vous essayez de les attirer plus particulièrement ? Parce que j'imagine que l'idée c'est quand même d'en attirer le plus possible, donc vous n'allez pas vous mettre à faire un choix, mais comment vous essayez de les inciter justement à vous proposer des projets qui soient plus durables ? Mais parfois, faut les accompagner. Donc, on n'en est pas encore à vraiment refuser. Pour l'instant, on est une des premières agences à avoir commencé ce travail déjà d'analyse, de diagnostic. Dans ce qu'on attire, qu'est-ce qui se passe ? On voit qu'il y a 25% à peu près qui a un impact remarquable. Il y a un ventre mou d'impact normal. Et puis, il y en a très peu finalement qui ont un impact vraiment négatif. C'est-à-dire qu'en termes d'emploi local, il n'y a pas grand-chose, des choses comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on va les rejeter. Ça veut dire que la puissance publique ne va pas aller les accompagner. On ne va pas les empêcher de s'installer, les négatifs. Mais en tout cas, nous, on ne les accompagnera peut-être pas. Et donc, on peut les accompagner, par exemple, je pense à un projet de Zalando, qui est une entreprise de e-commerce qu'on a implanté en Seine-et-Marne, et on a beaucoup travaillé avec les élus locaux pour que ça bénéficie à l'emploi
emploi local, pour qu'il y ait un impact environnemental limité, avec beaucoup d'arbres, des bâtiments zéro carbone, etc. Et donc ça, si ce n'est pas spontané de la part de l'entreprise au départ, nous, on va fortement l'y pousser en facilitant des accès par ailleurs et en facilitant les procédures administratives pour quand même que nous restions attractifs et que ça ne parte pas ailleurs avec des pays qui sont peut-être moins regardants. C'est clé ça, non, la facilitation administrative? Oui. Il y a eu des progrès, mais honnêtement, il y a encore beaucoup de choses à faire là-dessus. Alors ça ne dépend pas de nous, ça dépend du niveau national, d'alléger la réglementation. Ouais. Vous voyez, les autorisations pour l'implantation d'une usine, c'est 17 mois en France, c'est 8 mois en Allemagne. Donc bien sûr que ça nous empêche de gagner certains projets. Donc ça ne nous empêche pas de rester attractifs, vous le voyez dans les chiffres, mais c'est vraiment un handicap. C'est vraiment un handicap et donc ça, nous, on pousse sans arrêt pour qu'il y ait une simplification de ces normes, une accélération des procédures, parce que sinon, certains projets peuvent nous passer sous le nez. Et justement, vous parliez tout à l'heure du cadre de vie et à quel point aussi cela compte. Est-ce que toute la séquence malheureusement qu'on ne finit pas de traverser, de manifestations, de grèves, des poubelles et autres, est-ce que ça vous craignez que ça ait un impact? Parce qu'évidemment, c'est aussi regardé à l'étranger. Alors oui, c'est regardé. Ça, on le verra dans les chiffres à venir. Ce qu'on peut dire, c'est que, par exemple, on n'a pas du tout été touché finalement par les gilets jaunes. On essaye bien sûr, nous, de mettre en avant tout ce qui a changé en termes de réglementation de fiscalité, qui a plutôt progressé positivement. C'est vrai. Et je reviens sur les talents. Vraiment, on ne se rend peut-être pas compte, nous, Franciens, quel point on a ces atouts. En Île-de-France, on a une école mathématique, une école de physique, je pense notamment aux thématiques de l'intelligence artificielle, du quantique, et renommée dans le monde entier. Les meilleurs ingénieurs de la Silicon Valley, ils sont souvent français. Donc ça, faut en être fier. Ils vont dans la Silicon Valley, vous voyez, c'est quand même un sujet qui revient souvent sur... Vous voyez, si on revient un peu sur le Brexit, il y a eu un mouvement, soit d'entreprises du UK, du Royaume-Uni, soit d'entreprises internationales qui ont besoin d'une implantation en Union européenne. Et bien là, les talents, ils nous le disent tous, ça joue, le recrutement joue énormément et il y a énormément de talents, ils ne sont pas tous partis, pas du tout. Heureusement. Voilà, on a des pôles comme Saclay, vraiment, où on vient d'avoir un prix Nobel dans une start-up quantique, un grand physicien. Donc tout ça est très positif et la balance se fait là aussi. Et puis, il y a quand on hésite entre Francfort, Dublin, Paris, les salariés jouent beaucoup dans le choix désormais et ils veulent un cadre de vie. Et voilà, on a quand même une vie sympathique en Île-de-France, avec de beaux restaurants et une vie culturelle et tout ça, ça joue énormément aussi. Quand vous avez des projets de ce type, avec l'implantation de salariés étrangers par exemple, vous les accompagnez sur des problématiques telles que le logement par exemple? Vous parliez de l'éducation tout à l'heure, mais le logement c'est aussi parfois quelque chose qui peut être compliqué. Alors, beaucoup d'entreprises le font, mais nous, on va faire tout ce qui est en notre possible pour leur faciliter la vie. Je vous donne un exemple. Il y a, je sais plus, 2-3 ans, l'agence bancaire européenne s'est installée à Paris. Oui. Ça a été, la défense a été vraiment un combat pour remporter le dossier. Par exemple, ce qui a joué dans la balance, c'est accompagner les conjoints sur l'apprentissage du français, par exemple. D'accord. Donc vraiment, on discute avec les entreprises, voir où sont leurs besoins, et bien sûr, on va faire tout pour leur faciliter la vie. C'est-à-dire que vous adaptez l'accompagnement en fonction des besoins en fonction et des dossiers. Demandes, effectivement, et on crée des guides aussi. Je parlais tout à l'heure de l'accompagnement, enfin de l'éducation internationale. L'offre, voilà, on a un guide par exemple là-dessus, on a un guide sur comment recruter les talents recrutés en Île-de-France. On fait des mises en relation énormément, donc on prend vraiment par la main et c'est plutôt apprécié en général. Vous parliez évidemment des grands événements sportifs à venir. Vous pensez que ça va amplifier cette dynamique, que ça peut avoir un effet, en tout cas en termes d'image, de rayonnement international évidemment, mais est-ce qu'après vous voyez, vous, en termes d'investissement, vous imaginez que ça va augmenter cette dynamique dont vous parliez? Nous l'espérons et on fait tout de notre possible pour tirer le plus parti de ces événements, donc Coupe du Monde de rugby en septembre prochain et Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. Et oui, on voit déjà quand même parfois certains mouvements, vous voyez, il y a à Pontoise,
Pontoise. Il y a une expérimentation sur les mobilités urbaines aériennes, ce qu'on appelle plus vulgairement les taxis volants. Ouais. Et il y a vraiment eu un intérêt international sur ces expérimentations qui se passent à Pontoise, sur l'aérodrome, non loin de Paris. Moi, je suis allée déjà à des conférences aux États-Unis pour parler de où on en est, nous. Et donc, on est très regardé. Et on espère que ça va avoir un effet attractivité et tourisme. Mais notre principale priorité, évidemment, en tant que région, pour le coup, c'est que ça bénéficie aussi aux Franciliens. Donc, vous voyez, quand un projet international s'installe et que la chaleur du data center va permettre de chauffer 1600 logements, donc des coûts moindres pour les communes, des coûts moindres pour les habitants de Seine-Saint-Denis, c'est ça qu'on cherche aussi, évidemment, en priorité. Merci beaucoup Alexandra Dublanc. Je rappelle que vous êtes la présidente de Choose Paris Région. C'est la fin de cette émission. Merci évidemment de nous avoir suivis. Alors lundi, pas d'émission évidemment, mais vous aurez le plaisir de retrouver quand même les meilleurs moments des émissions de Stéphane Soumier qui est parti évidemment à la chasse aux œufs de Pâques, je ne vous le cache pas. Vous pouvez en attendant nous réécouter évidemment en podcast. Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux et puis vous retrouvez Stéphane, même lieu, même heure, dès mardi comme vous en avez l'habitude. Et puis nous, on se retrouve vendredi prochain. Passez un excellent week-end.